Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette salle pédagogique à la Maison de la Radio pour cette nouvelle masterclass consacrée au podcast et comment décliner une série audio internationale. Cette série, en l'occurrence, il s'agit de Sarah, adaptation du podcast de fiction Sandra, un podcast américain. Et pour en parler avec nous, Claire Azan qui est en visioconférence. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes à la tête on va dire, la directrice podcast chez Spotify France et Benelux, je crois, depuis mars 2020. Vous avez une expérience de productrice et de journaliste de plusieurs années dans les médias, la stratégie numérique. Et avec nous également Nicolas Tarin. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors vous êtes également en visioconférence et vous êtes le réalisateur de la série, mais vous avez tout un passé de comédien, dans le théâtre notamment. Enfin, vous avez une grande expérience dans le théâtre. Notamment, on va dire, surtout du théâtre. Et donc, vous êtes le réalisateur de cette série. On a une demi-heure ensemble où on va parler de ce podcast et de comment vous l'avez adapté. On a pas mal de questions à vous poser. J'en profite pour dire au public qui nous suit pour cette édition, malheureusement, depuis derrière chez eux, un peu comme vous, derrière leur écran, qu'ils peuvent nous poser des questions. Il y a un chat dédié et on peut interagir avec vous si vous avez des questions. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter un petit teaser de ce podcast pour, si vous ne le connaissez pas, pour vous faire une petite idée. Le 7 juillet, Spotify et Gimlet Media présentent Sarah. Bienvenue à Télédynamique Orbital, que puis-je pour vous ? Bonjour, je m'appelle Hélène Pereira. Je viens d'être embauchée, on m'a dit de me présenter à l'accueil. Hélène est une jeune femme qui travaille pour Sarah, l'assistant virtuel le plus intuitif du monde. Être une Sarah, c'est comme avoir un super pouvoir. Vous vous rendez compte ? Vous ne connaissez pas vos clients, vous ne les avez jamais vus, et pourtant vous savez que vous pouvez les aider. Vous avez accès à leurs habitudes de consommation, leurs recherches sur Internet, tous les grands événements de leur vie. Vous connaissez même leur rythme cardiaque. Tandis qu'eux, ils savent même pas qu'ils ont un cœur. Sarah vous plonge au cœur de la plus humaine des machines. Pouvez-vous me décrire votre problème ? On est devant un oiseau qui a une aile coincée dans la grille d'une plaque d'égout et Attends, qu'est-ce que tu fais ? Ce que j'aurais dû faire il y a 10 minutes. Repose cette pierre. Non, arrête ! J'abrège ses souffrances. Arrêtez. Nathalie, Mathias vous a-t-il demandé en mariage ? Mais on nage en plein Non, délire. pas encore. Tant mieux, ne l'épousez pas. Dites-vous adieu et ne vous revoyez plus jamais. Sarah, la nouvelle série audio Spotify, avec Virginie Efira, Natou, Stéphane De Grotte, Julien Pestel, Mélanie Bernier et Bruno Sanchez. Découvrez les 7 épisodes de Sarah à partir du 7 juillet en exclusivité sur Spotify. Je suis là pour vous aider. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas ce podcast, cette série, vous l'avez découvert et vous avez découvert également un casting 5 étoiles. C'est une des grosses forces de ce podcast. On va y revenir avec vous, Claire Azan et Nicolas Tarin. Je vais d'abord vous demander de m'expliquer déjà la genèse de ce podcast, m'expliquer Sandra, qui devient Sarah en France. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus déjà ? Oui, je peux commencer. Sandra, à la base, c'est une fiction de Gimlet, qui est un studio que Spotify a racheté aux États-Unis et qui est un studio, surtout, qui est vraiment un studio de référence, notamment sur les formats narratifs. Et donc, dans ce contexte-là, nous, en tant qu'équipe France de Spotify, on a un but, c'est de trouver les meilleures histoires à raconter et de proposer les meilleurs contenus aux utilisateurs. Et donc, on a la chance d'avoir le répertoire de Gimlet, mais aussi de 2 autres studios qui sont Parcast et The Ringer, pour réfléchir à des projets ensemble et réfléchir à des adaptations. C'est ce qu'on a fait avec Sandra, qui était d'abord sortie aux États-Unis, et on a orchestré un lancement dans 4 pays qui sont France, Brésil, Mexique et Allemagne, un lancement simultané. Et la particularité, et je crois que c'était la première fois dans le monde, c'est que c'est pas une traduction, c'est une adaptation, et c'est la première fois qu'une adaptation a été lancée dans 4 pays simultanément. Et ce que ça veut dire adaptation, mais on en parlera avec Nicolas, c'est que c'est pas juste une traduction, c'est vraiment une recréation pour que le projet sonne le plus local, le plus français possible. Alors avant de rentrer justement dans le vif du sujet et de voir avec Nicolas Tarin justement comment il a adapté à la France ce podcast qui est au départ américain, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu c'est quoi l'histoire du podcast au début et aussi l'histoire de Gimlet qui
qui est un éditeur de contenu podcast aux États-Unis, qui est très connu et très réputé, que vous avez donc racheté l'année dernière. Oui, je commence par l'histoire de Sarah. Ouais. L'histoire de Sarah, c'est une jeune femme qui s'appelle Hélène, qui s'ennuie dans sa vie et dans la petite ville où elle habite et qui décide de postuler pour être la voix d'un assistant vocal qui s'appelle donc Sarah, en écho à certains autres prénoms qui sont utilisés en France pour des assistants vocaux. Et sauf que cet assistant a une particularité qui est qu'il est extrêmement personnalisé. Donc, il y a plein de gens qui travaillent et qui en fait répondent de façon très, très personnalisée, voire individuelle, aux utilisateurs et parfois peut-être même trop personnalisé. Et c'est l'histoire de ça et c'est de comment ça va à la fois bouleverser la vie d'Hélène et puis bouleverser la vie de pas mal de gens. Voilà. Et donc, c'est une réflexion notamment sur la technologie, etc. Et c'est ça qui fait aussi qu'on a eu envie d'adapter cette histoire, c'est qu'il y a une dimension, alors c'est pas universelle, mais en tout cas qui peut fonctionner dans plein de pays et qui correspond à plein de problématiques qu'on a dans différents endroits dans le monde. Et donc Gimlet, qui était ma deuxième question dans la question. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de Gimlet, qui est connu par les gens qui sont un peu des fans de podcast pour sa touche? Ouais, Gimlet, c'est vraiment un studio que plein de gens suivent de près et qui s'est notamment distingué pour pas mal de fiction. Il y a eu Homecoming aussi qui a été adapté, qui était une série audio qui a été ensuite adaptée en série télé. Sandra fait partie de leur format fort. Je sais que Matt Lieber, qui est un des cofondateurs, était en France l'année dernière pour le Paris Podcast Festival. Donc, c'est vraiment, on sait que les amateurs de podcast ont un goût pour ce studio, mais c'est un studio qui ne fait pas que de la fiction, qui fait aussi des formats de conversation. Voilà. Et dans l'idée, chez Spotify, il y a Gimlet, mais il y a aussi Parcast, qui est un studio qui est spécialisé dans le true crime, et The Ringer, qui est le studio qui a été créé par Bill Simmons sur des formats plus autour du sport. On va revenir après sur la stratégie de Spotify avec le rachat de Gimlet, ce podcast, le lancement, mais on va bien sûr parler de l'adaptation de ce podcast américain en France. Nicolas Tarin, c'est vous qui vous y êtes collé. Déjà, comment on est venu vous chercher? Comment on vous a contacté pour cette adaptation? Eh bien, c'est Spotify qui, à l'époque, est venu nous chercher parce qu'on avait réalisé un podcast qui s'appelle Queens of Snakes, qui marche très bien, qui est une fiction, une série en plusieurs épisodes, et dont la qualité avait, semble-t-il, vraiment suffisamment plu, en tout cas à Spotify, pour qu'ils nous mettent en charge de l'adaptation de Sarah. Donc ils sont venus vous chercher, ils vous présentent le projet comment? Ils vous disent c'est une adaptation, mais par contre il y a en gros vous allez pouvoir c'est une adaptation, donc vous allez pouvoir y mettre quelque chose de peut-être plus personnel que juste Alors c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas grand-chose, la marge de créativité est assez étroite, la fenêtre est toute petite, il faut vraiment rentrer dans des chaussons d'adaptation sans employer des termes trop techniques. Dans un premier temps, on travaille, on identifie des adaptateurs qu'on a fait venir du cinéma et du milieu de l'image, qui ont adapté la série en français, donc vraiment au sens premier du terme. Il a fallu regéolocaliser tout pour que ce soit crédible, puisque ça devait se passer en France. Notamment, il fallait identifier une région de France et une ville où il y a une prison à moins d'1 heure, que ça corresponde à la campagne à peu près américaine, qui est l'équivalent français. Donc voilà, tout ce travail de relocalisation qui fait partie de l'adaptation pure, c'est pas uniquement de la traduction. Et puis après, on reçoit les VI, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout ce qui est les sons d'ambiance qui sont internationales, j'ai envie de dire, et qui sont présents dans toutes les versions de chaque pays qui a adapté cette série, Sandra. Ah, donc ça veut dire que les sons d'ambiance utilisés pour la version américaine, vous avez récupéré les mêmes? Exactement, ce sont exactement les mêmes sons d'ambiance, les mêmes durées de scène, les mêmes durées de séquence, les mêmes durées de répliques. Donc il a fallu vraiment se caler sur... C'est un peu le principe d'une adaptation image d'une série américaine. Vous avez tout ce qui va avec, vous avez l'image, vous avez les sons, et les comédiens devant l'écran doivent synchroniser le jeu des acteurs américains, en l'occurrence 6 américains. Là, c'est exactement la même chose. La contrainte qu'on a en moins, nous, c'est qu'on n'a pas la synchronisation à la bouche. Donc, c'est ici que se passe la petite fenêtre de créativité. Et
le petit plus qu'on peut amener nous. Après, on peut rajouter un petit peu des petites choses, améliorer certaines choses sur le son qu'on nous fournit, parce que nous, en France, on sera peut-être un peu plus attentif à certains points. Il y a des choses qu'on doit enlever. S'il y a des sirènes de police américaines, oui, j'allais vous poser la question, justement. Voilà. Ce genre de choses. Des gens qui parlent au loin, si ça parle en américain, il faut refaire ce petit bout pour que ça parle en français, même si ce n'est pas forcément très compréhensible. Notamment, il y a une scène où il y a une femme qui regarde la télévision, elle regarde une émission qui s'appelle La Porte en Or, si ma mémoire est bonne, où on entend à peine le présentateur, mais je tenais absolument à le refaire donc avec un comédien français, mais surtout je voulais le faire avec un vrai animateur de télé. Donc pour le petit clin d'œil, j'ai fait appel à Thierry Beccaro qui a accepté de jouer ce rôle avec plaisir. Voilà, pour aller vraiment au fond du truc et qu'on soit bien dans le... Même le moindre petit détail ne puisse pas, entre guillemets, porter à... Oui, moi, comme ça a été dit au début, je viens du théâtre où j'ai très longtemps joué et mis en scène, et je sais que quand on a en face de soi un spectacle vivant, les détails sont extrêmement importants, donc j'accorde tout autant, si ce n'est plus d'importance, sur un podcast où on n'a que le son pour pouvoir se projeter et laisser complètement aller notre imaginaire avec ce qu'on nous donne comme information. C'est une petite question. Oui, allez-y. Non, je pense que tout ce que dit Nicolas, c'est aussi ce qui illustre la différence entre traduction et adaptation et qui fait qu'on réfléchit au projet en termes de sens plutôt qu'en termes de juste traduction. Et je me rappelle, Nicolas, que tu m'avais aussi raconté comment, par exemple, Gimlet, la fiction, elle est sortie 4 ans avant que, quelques années, 3 ans, je crois, avant qu'on la sorte en France. Les assistants vocaux ont beaucoup évolué entre ces 2 dates-là. Donc, typiquement, quand on fait une adaptation, on va réfléchir, et Nicolas, tu pourras le raconter mieux que moi, mais qu'est-ce que ça veut dire faire la voix d'un assistant vocal 4 ans après? Comment ça a évolué? Est-ce que ça doit être robotique ou pas? Et toi, tu avais beaucoup travaillé avec Virginie Efira, justement, sur trouver le bon ton autour de ça. Oui, on a longtemps cherché avec Virginie comment trouver précisément. Effectivement, c'est plus du tout la même chose il y a 4 ans qu'aujourd'hui. C'est de plus en plus fluide et naturel, de moins en moins robotique, et il y a presque plus de filtres. C'est presque comme si on entendait quelqu'un de normal, entre guillemets, nous parler. Donc, il fallait, quoi qu'il arrive, de toute façon, à la fois respecter la Sandra originelle et en même temps ramener quelque chose d'extrêmement actuel et moderne. Sans dénaturer ce qui fait le propre même de la série, à savoir l'assistant vocal. Donc on a longtemps cherché, et puis utiliser des filtres, différents filtres, une façon de jouer pour arriver au résultat que les auditeurs peuvent entendre aujourd'hui. Juste pour le petit détail, quand vous parliez d'adaptation, notamment d'avoir trouvé une région française, est-ce que vous pouvez nous donner, faire le lien entre c'était quelle région aux États-Unis et quelle région vous avez choisi en France? Quelle ville? Alors, de mémoire, ça se passe en Arizona. Claire, tu m'arrêtes si je me trompe. C'est à Ruffec, je crois que c'est en Oklahoma, aux États-Unis. Ah, c'est en Oklahoma. Et en France, tout à fait. C'est une toute petite ville. Et en France, on a mis ça. On a hésité longtemps entre l'Ardèche et les Charentes. Et c'est parti sur les Charentes. Ça nous semblait plus approprié par rapport à ce qu'on peut trouver en termes de culture, tout simplement des élevages, tout ça. Enfin, même si ça n'est pas abordé dans la série, on voulait vraiment être au plus proche. Et donc, c'est Ruffec qui a une prison à 1 heure, pile poil. Donc, le trajet qui est fait dans la série pour aller jusqu'à la prison est tout à fait respecté. Vous avez vérifié ou... Oui, on a vérifié. Enfin, les adaptateurs ont tout vérifié, oui, bien sûr. En fait, je pense que c'est ça qui différencie aussi la créativité sur un projet qu'on va créer from scratch et sur une adaptation, c'est que les endroits de recherche et de test, enfin, on se prend pas la tête aux mêmes endroits, en fait. Donc, il y a une marge de créativité, mais elle est sous contrainte. Et parfois, c'est d'ailleurs ce qui fait naître les meilleurs projets, la créativité sous contrainte. Mais c'est vrai que là, sur Sarah, du coup, elle est à d'autres endroits de recherche et de test. Oui, c'est beaucoup plus challengeant, j'ai envie de dire. Dans cette adaptation, est-ce que vous avez fait des parties en extérieur ou est-ce que tout est en studio? Comme vous me disiez, vous avez récupéré des ambiances qui sont communes aux différentes adaptations. Parce qu'il y a aussi, on peut aussi tourner des podcasts, entre guillemets, dans un environnement existant. Non, là, tout a été fait en studio. On ne pouvait pas, comme vous venez de le souligner, on ne pouvait pas se permettre, étant donné qu'on devait respecter cette contrainte principale des ambiances qui nous étaient fournies. On a tout fait en studio et voilà.
Et alors, pourquoi cette contrainte, justement là, c'est peut-être la question que je vais poser à Claire Hazan, mais pourquoi cette entre guillemets, cette charte, cahier des charges commun? Mais en fait, c'est pas un cahier des charges, c'est le principe de l'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a plein. Enfin, nous, en fait, juste pour vous expliquer, pour reciter dans un calculage, on développe des projets de création originale et on a plein de façons de le faire. Donc, il y a des projets qu'on va créer from scratch avec des studios, avec des créateurs indépendants, où c'est l'équipe française qui les développe. Je donne quelques exemples. On travaille en exclusivité avec Binge sur On est chez nous. Là, on a lancé un podcast Fil de Lutte, bref. Et après, parfois, il y a des histoires qu'on trouve géniales, qui sont des histoires en langue étrangère. Elles peuvent être anglaises, mais elles peuvent être autres, et qu'on a envie d'adapter. Et donc, à partir du moment où on a cette démarche, on ne veut pas dénaturer le projet. En fait, ça serait contre nature de ce qu'on fait. Donc, c'est pas tellement une contrainte. En fait, c'est la démarche de départ qui est une adaptation. Voilà. Et après, il y a quand même il y a des avantages à faire ça aussi, en dehors du fait de pouvoir permettre à des auditeurs français d'avoir accès au contenu Gimlet dans leur propre langue. C'est l'idée de se dire que tout ce travail en moins qu'on a à faire peut-être sur de l'écriture, l'idée de départ, etc., ça permet aussi de travailler sur un casting qui est plus ambitieux. Dans Sarah, on avait travaillé avec Virginie Fira, avec Natou, qui est youtubeuse, avec Stéphane de Groot. C'est aussi ce qui permet de construire le projet de façon beaucoup plus ample et plus ambitieuse. Et sur ce casting, justement, est-ce que ça a été facile d'aller convaincre ces personnalités de venir vous rejoindre? Parce que c'est encore pas très courant en France. On voit bien qu'il y a beaucoup de personnes du cinéma qui font des voix off pour des animés dans le cinéma, par exemple, ou dans du documentaire. Mais pour le podcast, c'est encore pas trop courant. Et vous avez, c'est quand même la grosse force de ce podcast, vous avez quand même un casting qui est un très bon casting, enfin, des grosses personnalités du cinéma, et youtubeuses également. Oui, il y a un très joli casting, effectivement. Même pour les plus petits rôles, on a réussi à convaincre des gens tout aussi importants. Je pense à François Vincentelli, à Julien Pestel, à Mélanie Bernier qui est citée en guest, mais qui n'a pas un très gros rôle. Donc il y a eu une petite appréhension qu'ils refusent, mais je crois qu'ils ont tous une vraie envie, parce que justement, il y a cette éclosion du podcast et de la fiction podcast, d'aller se lancer et tester et voir à quoi ça ressemble, se prêter à l'exercice. C'est pour eux un exercice plus simple, puisqu'ils n'ont pas la contrainte de l'image. Et ça n'a pas été très difficile, non, de les convaincre, parce que justement, ce que je viens de vous dire, ils ont envie d'aller essayer, de voir ce que c'est. Preuve en est qu'il y a de plus en plus de talents, de gens connus, entre guillemets, qui se jettent dedans et qui vont faire l'essai. Il y a énormément de choses qui sont en cours de production avec des gens très, très connus. Donc il y a peut-être une petite porte d'avenir qui s'ouvre sur une façon de rendre encore un peu plus populaire la fiction en podcast. On peut en savoir plus là sur ce que vous venez de nous dire, vos productions futures avec des castings Non. J'aurais essayé. Non, J'aurais essayé. Non, mais si vous vous renseignez un petit peu, des choses qui traînent sur Internet. Justement, avec ces personnes du cinéma, notamment, parce que Natou n'est pas du cinéma, mais elle est quand même très connue. Comment la direction d'acteur, est-ce que c'est plus simple, plus compliqué, ou tout simplement juste différent? C'est exactement la même chose. Il y a ni plus simple. Alors, c'est différent parce que on peut pas s'étaler sur la durée, sur une réplique. On est contraint de rentrer dans la même durée que la réplique de la langue originale. Mais sur le travail propre de recherche du personnage et d'arriver à avoir un personnage qui appartient au comédien et qui ressemble pas au personnage de la langue originale, là, on s'amuse, on cherche ensemble. Enfin, c'est un vrai travail de direction de comédien, comme sur un plateau. On cherche ensemble, on travaille, on s'amuse principalement, j'ai envie de dire. Toute la recherche d'un personnage passe par l'amusement, par la joie de faire et la joie de fabriquer. Donc, à aucun moment on a rencontré de vraies difficultés avec l'ensemble des comédiens, que ce soit les talents ou les autres. Et tous se sont prêtés au jeu comme s'ils étaient sur un plateau de cinéma. On recherche le personnage ensemble. Je pars de ce que me donne le comédien, de ce qu'il est, pour arriver à construire le personnage tel qu'il est écrit. Est-ce que vous avez une liberté d'adaptation sur l'écriture, ou est-ce qu'on est
là aussi, sur une transposition du scénario américain? Alors, je vais être très honnête avec vous. L'adaptation qu'ont fait les co-auteurs Romain Appelbaum et Karina Judge était très fidèle à la version américaine. Et on a enregistré toutes les répliques telles qu'elles ont été adaptées. Et ensuite, dans ce travail que j'ai fait avec les comédiens, je leur ai demandé de se les approprier au maximum pour arriver à un maximum de véracité du propos et que justement ça leur appartienne le plus possible. On n'est pas sur un auteur mort et tel que pourrait l'être Shakespeare ou Molière. On peut tout à fait se permettre de bouger le texte. Donc on l'a fait et le résultat tel que vous l'entendez est évidemment très proche de ce qu'ont fait les adaptateurs, mais surtout très approprié par les comédiens. Claire Hazan, pour Spotify, c'est quoi la stratégie pour vous de faire cette adaptation? Quel est le sens que vous y mettez dans le développement de Spotify Podcast? En fait, nous, je ne dirais pas qu'il y a une stratégie d'adaptation à proprement parler, il y a une stratégie de contenu, et cette stratégie de contenu, elle est de développer des projets originaux, donc de la création originale, pour trouver les meilleurs contenus. Donc, un peu comme je disais tout à l'heure, pour ça, il y a juste au niveau de Spotify dans le monde, il y a des équipes qui sont dans tous les pays. On est présent dans 17, il y a 17 équipes podcast dans le monde qui ont vocation à, dans leur pays, leur marché, trouver les meilleurs projets, imaginer les meilleurs projets. S'il se trouve que ce projet est une adaptation parce qu'on a la chance d'avoir Gimlet dans le groupe, c'est génial et explorons cette piste. Mais par ailleurs, on développe plein d'autres projets qui sont des projets locaux. Je parlais tout à l'heure de Filles de lutte. On a plein d'autres projets qui arrivent qui ne sont pas d'adaptation. Notre stratégie, elle est plus de construire un portefeuille de projets originaux avec des créateurs, avec des studios américains s'il faut. Peut-être demain avec un studio espagnol parce que ce sera l'équipe d'Espagne qui aura sorti un podcast qu'on trouvera génial et qu'on aura envie d'adapter. Et peut-être même après-demain ou demain, je ne sais pas, un podcast français qui pourra être adapté aux États-Unis. Mais la logique derrière tout ça, c'est vraiment de toujours proposer les meilleures histoires en fait, plus que de vraiment avoir une stratégie d'adaptation à proprement parler. C'est la question que je voulais vous poser, mais vous m'avez précédé. C'est si c'était envisageable qu'un podcast français indépendant puisse être décliné de cette sorte par vous. Oui, c'est complètement envisageable. On ne s'interdit rien. On est en train de le regarder. Moi, ça arrive assez fréquemment, même que mes homologues dans les autres pays chez Spotify me disent « Ah, j'ai vu que tu avais sorti ça, c'est génial, ça nous intéresserait de l'adapter. » Après, il y a différentes étapes pour que ça arrive jusqu'au bout. Mais c'est une des chances qu'on a chez Spotify d'avoir ces équipes locales qui sont dans chaque pays et pas juste une équipe podcast qui serait aux US ou en Suède et qui déclinerait tout. C'est qu'on peut échanger entre nous sur des expériences. Par exemple, en Allemagne, le marché est beaucoup plus développé. Ils ont lancé plein de formats qu'on n'a pas encore testés en France. On peut échanger quotidiennement en se disant, pour avoir des retours d'expérience ou des podcasts qui ont bien marché, voir comment on peut les adapter. Et c'est tout à fait possible demain que le podcast qui sera adapté dans plusieurs pays soit français. Avec un casting de cette sorte, donc j'imagine que vous avez fait à peu près la même chose sur les autres pays. J'imagine qu'il y a un budget quand même qui est quand même pas négligeable pour Spotify dans cette adaptation. Oui, de façon générale, la fiction, c'est des paris qui sont ambitieux, donc qui sont coûteux. Mais nous, c'est un format auquel on croit parce que c'est une façon de développer de pousser un peu les barrières sur le podcast, de travailler avec des studios et des talents qui ont de l'ambition et envie de tester des choses nouvelles. Donc on a fait Sarah. Avant ça, on avait travaillé avec Nouvelles Écoutes sur le nuage, où là aussi, il y avait un casting très cinématographique avec Emmanuel Devos et Damien Bonnard notamment. Donc, c'est vraiment des logiques qu'on a envie d'explorer, mais aussi parce que, comme le disait Nicolas, on ne fait pas que ça, mais aller chercher des talents, des acteurs qui viennent d'autres milieux. Un, c'est intéressant, ça nourrit la créativité sur l'audio. Et deux, ça permet aussi d'élargir le champ des personnes qui peuvent s'intéresser au podcast. Et est-ce qu'on a... Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison que ce soit uniquement des comédiens qui font habituellement de la voix, qui fassent ce genre d'exercice sous prétexte qu'il n'y a pas d'image. Au contraire, il faut l'élargir au maximum, aller chercher au maximum des talents sans dénigrer les autres absolument, des talents de cinéma ou de théâtre qui ont aussi l'habitude de l'exercice du jeu créatif. C'est pour ça que, et je reviens aussi sur un point, c'est que je crois que la volonté de Spotify dans ce casting 5 étoiles,
c'était de se rapprocher du casting originel qui est déjà très fort, avec notamment Kristen Wiig, Ethan Hawke. Et c'est pour ça que Au revoir Charlie, qui a produit pour la France avec Spotify, a tâché de trouver les talents les plus adaptés, les plus proches de la version américaine. Je suis un petit pas de côté, mais quand j'ai écouté le podcast, je me suis fait, ça m'a rappelé le film Her. Je ne sais pas si vous vous êtes fait la même réflexion, qui raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de son intelligence artificielle. Je trouve qu'il y a un lien entre les deux. Oui, c'est extrêmement proche. Les scénarios sont très proches parce qu'on est dans cette même problématique de quelles sont les limites de cette aliénation-là. Jusqu'où on peut être proche d'une intelligence artificielle et jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle. Le propre de Sarah, ceci dit, et c'est toute l'intelligence, je trouve, de cette série, c'est pas une intelligence artificielle. Et c'est là où parce que les auditeurs, quand ils ont leur enceinte connectée ou l'application connectée qui leur permet d'utiliser Sarah, ne savent pas. Si j'utilise Sarah, si Sarah existe, moi, utilisateur, je ne sais pas que ce n'est pas une intelligence artificielle. Je crois que c'est un robot, une machine. Et c'est, je pense, une des grosses forces de ce scénario, une des petites intelligences plutôt sympathiques dans l'écriture. Quand vous avez choisi l'intérêt aussi... pardon. Allez-y, je vous en prie. L'intérêt aussi, c'est qu'en audio, nous, on va chercher des histoires, c'est pas tout le temps, mais qui peuvent se raconter qu'en audio et qui vont avoir un intérêt à être traitées en audio versus de l'image. Et du coup, le fait de jouer justement avec des voix d'assistants vocaux, etc., ça contribue à cette logique-là. Donc, on le cherche pas sur toutes nos fictions, mais quand on trouve un mécanisme comme ça, et c'est, je pense, ce qui a guidé aussi les scénaristes de Gimlet sur le projet original, c'est génial pour décliner un projet audio. Quand vous avez, je ne sais pas si c'est vous qui avez trouvé le nom Sarah, mais vous pensiez à Siri, parce que c'est très très proche. Siri, c'est l'intelligence artificielle des iPhones. Ce sont les adaptateurs français qui ont trouvé Sarah, si ma mémoire est bonne, et effectivement, en tout cas on l'a suggéré, je crois, à Spotify, ce sont eux, et ils ne l'ont pas fait exprès. Il fallait que ça ressemble le plus possible à Sandra. Et donc, Sarah, effectivement, ressemble beaucoup à Siri, mais c'est un pur hasard. C'est un pur hasard, mais pour le coup, des fois, le hasard fait bien les choses. Oui, et dans la version allemande, c'est beaucoup plus loin de Siri. Ah, c'est quoi la version allemande ? Il y a Sophia, Suzy et Sonia dans les 3 autres pays. Mais c'est là aussi où on voit la différence, c'est que chacun a pu mener un peu sa réflexion comme il voulait, faire les clins d'œil qu'il voulait dans les titres, etc. Je reviens un petit peu sur le côté financier de la chose, parce que c'est important. Je ne vous demande pas de nous dévoiler vos chiffres. J'imagine que de toute façon, vous ne me les donnerez pas. Mais quand même, il faut bien rentabiliser cet investissement. Comment est-ce que vous monétisez, entre guillemets, cette diffusion de ce podcast ? Alors, il y a 2 choses. Il y a en termes d'audience, donc nous, c'est la première de toutes les fictions qu'on a produites jusqu'ici. C'est celle qui est, elle est restée plusieurs semaines en position 1 du top podcast sur Spotify. Donc, pour nous, c'est un super résultat et au pari qu'on avait fait sur ce format. Pour le moment, nous, on ne monétise pas les podcasts. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'installer un usage, de créer nos formats et on travaille bien sûr sur... la monétisation, mais pour l'instant, il est encore super tôt pour ces formats-là pour nous. J'ai justement une question d'une des personnes qui nous suivent en visioconférence qui demande quel est le budget de ce type de contenu. Franchement, ça dépend de tellement de choses. En fait, c'est vrai que souvent sur les formats podcast, on dit ça coûte combien, etc. Mais ça dépend de l'idée, ça dépend du casting, ça dépend de tellement de choses que déjà, je ne peux pas communiquer le budget express de cette série, mais ça dépend. C'est difficile de vous donner une enveloppe un peu comme ça, générale. Vous me disiez qu'il était en top diffusion sur Spotify au moment. Donc il est sorti en juillet. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner d'écoute ? Non, je suis désolée, on ne communique pas les chiffres d'audience précise des podcasts. Mais par contre, alors j'ai plus le nombre de semaines, mais je pense que c'est au moins 5 semaines en top podcast. C'est un très très bon score pour un projet original. D'accord. Est-ce qu'il a mieux marché que la série française dont on a parlé tout à l'heure, Nuage ? Le Nuage ? Oui. C'est la meilleure fiction qu'on a faite jusque-là. Ouais, c'est la meilleure fiction qu'on a faite jusque-là. Le Nuage avait très bien marché. J'avais écouté le Nuage aussi, qui était très bien produit. Mais pardon pour préciser, le Nuage est sorti presque un an avant, donc
en fait, il faut voir ça comme un tout. C'est-à-dire que nous, en tant que Spotify France, la plateforme, elle évolue, nos audiences, elles évoluent. Donc, un projet porté il y a 2 ans, c'est plus comme la même chose qu'un projet porté aujourd'hui. Il y a une croissance générale et de la plateforme et des audiences et des auditeurs de podcasts qui va super vite. Et donc, c'est difficile de comparer les projets dans le temps aussi. On va devoir malheureusement en terminer là, puisqu'on arrive à la fin de notre masterclass. Une petite dernière question pour Nicolas Tarin. Est-ce que vous êtes sur un autre projet de podcast ou d'adaptation parce que bon, là, vous avez fini le boulot, en fait. Voilà, donc du coup, je fais la retraite. Ouais, c'est ça. Je travaille de façon permanente avec Au revoir Charlie Productions et on a énormément de projets de fiction qui arrivent, soit que nous autoproduisons, soit avec des plateformes. Donc on est très actif sur la chose. Il y a des choses qui vont sortir. On travaille à l'adaptation de la version anglaise de Queens of Snakes, donc pour rester dans ce thème de l'internationalisation, puisque c'est une série qui fait aujourd'hui un peu plus de 700 000 écoutes. Pour une autoproduction et une production indépendante, c'est beaucoup. C'est plutôt beaucoup, oui. Donc on continue d'œuvrer toujours dans ce sens déjà de la passion pour le son et surtout de rester actif, créatif et d'essayer de répondre au mieux aux besoins des auditeurs et au mieux aux besoins on répond aussi au mieux à nos envies. Merci à vous deux d'avoir été présents dans cette masterclass. On peut retrouver Sarah, bien évidemment, sur Spotify. Voilà, c'est pas très compliqué. Et vous pouvez retrouver cette masterclass si vous l'avez rejoint en cours ou si vous voulez la revoir, tout simplement, dès maintenant en replay sur mediaenscène.com. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.